L'air de l'Europe est lourd, saturé d'une tension que l'on sent dans les rues comme dans les salons diplomatiques. Les souvenirs de la Première Guerre mondiale hantent encore les mémoires, mais une nouvelle menace, plus rapide, plus brutale, se profile à l'horizon. Les chancelleries observent l'Allemagne avec inquiétude. Depuis l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, le pays semble renaître, animé par une énergie mécanique et humaine sans précédent. Les parades militaires défilent avec une précision hypnotique. Les discours du Führer galvanisent les foules. On murmure que la Wehrmacht est invincible, que ses soldats peuvent marcher et combattre sans jamais faiblir. Mais derrière cette façade d'acier et de discipline se cache un secret bien gardé. Un allié invisible, blanc et minuscule, que l'on glisse dans la paume d'un soldat avant de l'envoyer au front. Lorsque l'armée allemande lance son offensive sur la Pologne, le 1er septembre 1939, le monde assiste à une démonstration militaire fulgurante. Ce que la propagande appellera bientôt le Blitzkrieg, la guerre éclair, écrase l'ennemi en quelques semaines. Les divisions blindées avancent jour et nuit, franchissant des distances que l'état-major ennemi jugeait impossibles. La clé de cette endurance surhumaine ne réside pas seulement dans la stratégie. Dans les poches des tankistes, des fantassins et même des pilotes, on trouve de petites boîtes métalliques contenant une substance appelée pervitine. Dérivée de la méthamphétamine, la pervitine agit comme un coup de fouet sur le système nerveux. Plus de sommeil, plus de fatigue. La concentration se décuple, la confiance explose. L'homme se sent invincible, prêt à traverser la nuit et les balles. Entre septembre et octobre 1939, 35 millions de comprimés sont distribués aux troupes. Les médecins militaires notent que les soldats peuvent rester éveillés jusqu'à 72 heures sans perdre en efficacité. Dans les panzers, on avale les pilules comme du pain, et l'on repart aussitôt vers le prochain objectif. Aux yeux des Alliés, cette capacité à frapper sans répit relève du prodige. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce prodige repose sur une drogue dont l'euphorie n'est qu'un masque. Derrière, l'ombre de l'addiction grandit. Car le pervitine a un prix. Quand l'effet retombe, le corps réclame vengeance. Les soldats, après 4 ou 5 jours de tension extrême, s'effondrent comme des marionnettes dont on coupe les fils. Fever, tremblements, diaries, hallucinations. Certains deviennent violents, d'autres sombrent dans une torpeur où la peur et la paranoïa s'entrelacent. L'état-major allemand, grisé par les victoires, refuse d'abord de voir le danger. La machine tourne, et tant que la machine avance, peu importe si les rouages s'usent. Mais bientôt, les ruptures d'approvisionnement créent des crises. Sans sa dose, un tankiste peut devenir ingérable. Des rixes s'éclatent dans les baraquements. Un marché noir apparaît, nourri par la dépendance. Les médecins militaires alertent, le dopage systématique pourrait miner l'efficacité à long terme. Hitler écoute, mais ne renonce pas. Pour lui, la guerre est une question de rythme. Celui qui s'arrête, même pour dormir, perd. En 1944, alors que le front recule sous la pression alliée, Berlin comprend que l'armée a besoin de quelque chose de plus fort encore. Les pharmacologues du Reich reçoivent une mission, créer une substance capable de transformer un homme ordinaire en soldat-machine, indifférent à la douleur, à la faim et à la peur. Sous le nom de Code des Neufs, un projet secret voit le jour. Les chimistes assemblent un cocktail dangereux. 5 mg de cocaïne, pour la lucidité et l'euphorie. 3 mg de méthamphétamine, pervitine, pour l'endurance et l'agressivité. 5 mg d'oxycodone, pour annihiler toute sensation de douleur. Les premiers tests ne sont pas menés sur des volontaires de la Wehrmacht, mais sur des prisonniers du camp de concentration de Sachsenhausen. Ces hommes, affamés et épuisés par des années de travail forcé, reçoivent la pilule miracle avant d'être contraints de marcher 88 km avec un sac de 20 kg, sans s'arrêter. Les résultats effraient autant qu'ils fascinent. L'effet est spectaculaire, mais les crises psychotiques, la paranoïa et l'effondrement brutal une fois la dose dissipée sont incontrôlables. Pendant que les chimistes rêvent de super-soldats, la Luftwaffe prépare une mission désespérée. Inspirés par les kamikazes japonais, certains officiers allemands forment une unité spéciale chargée de percuter en vol les bombardiers alliés. Baptisée Escadron Leonida, en hommage aux 300 Spartiates des Thermopyles, cette formation recrute des jeunes pilotes de 18 à 21 ans, à qui l'on promet 10% de chances de survie. La veille de la mission, on les gave de stimulants, pervitine, cocaïne, morphine et d'alcool. On leur passe des chansons patriotiques, on leur rappelle les enfants morts sous les bombes. Le matin du 7 avril 1945, 180 appareils décollent. La plupart ne reviendront pas. Pour la propagande, ils sont des héros. Pour l'histoire, ils resteront des victimes d'un mélange de fanatisme, de désespoir et de chimie. La dépendance ne ronge pas seulement les tranchées. Elle s'invite au sommet du pouvoir nazi. Hermann Göring, héros de la Première Guerre mondiale et chef de la Luftwaffe,
traîne une addiction à la morphine depuis 1923. En 1945, lorsqu'il est capturé, on trouve sur lui 20 000 comprimés de paracodine, un dérivé opiacé. Ses excès l'ont rendu obèse, paresseux et méprisé par ses pairs. Adolf Hitler, quant à lui, est entre les mains du docteur Théodore Morel. Ce médecin, méprisé par la plupart des dignitaires, administre au Führer un régime quotidien de pilules et d'injections, méthamphétamine, cocaïne, barbiturique, hormones, vitamines et même des bactéries intestinales censées renforcer son organisme. À partir de 1944, Hitler apparaît tremblant, le regard fiévreux, parfois absent. Certains y voient les signes de la maladie de Parkinson, d'autres les effets cumulés de son cocktail chimique. Morel, lui, continue ses injections jusqu'à la dernière semaine dans le bunker de Berlin. En mai 1945, le Reich s'effondre. Les caches de pervitine, de morphine et de cocaïne tombent aux mains des Alliés. Les dossiers médicaux de Morel, récupérés en partie, révèlent l'ampleur de la dépendance au sein des forces allemandes. Le mythe du soldat surhumain se fissure. Derrière la précision mécanique des offensives, derrière les discours martiaux, il y avait un corps dopé, fragile, prisonnier d'une chimie qui donnait tout, pour tout reprendre ensuite. Cette histoire, longtemps occultée, rappelle que la guerre moderne ne se joue pas seulement avec des chars, des avions et des fusils. Elle se joue aussi dans les veines des hommes qui la font. Le Troisième Reich a cherché à abolir les limites humaines par la drogue, croyant créer des guerriers invincibles. Mais l'invincibilité chimique n'existe pas. Elle est une illusion coûteuse qui finit toujours par se briser. Et dans les ruines de Berlin, parmi les pierres noircies et les drapeaux effondrés, on pouvait encore trouver, au milieu des débris, de petites pilules blanches, derniers vestiges d'une armée qui croyait pouvoir défier la fatigue, la douleur et l'humanité elle-même.